c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, votre émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Une nouvelle émission depuis nos studios 102.3 sur RLP FM dans le Périgord, depuis Coulommiers-Chamiers. Aujourd'hui, nous allons parler de business, de l'activité économique, de l'entreprise, de l'association, des associations dans l'associatif. Et pour cela, nous avons avec nous Gérard Biraud, qui est le trésorier de RLP. Gérard, bonjour. Bonjour. Ça va, tout se passe bien ? Très bien. Très très bien. Eh bien écoute, on en parle tout de suite. Qu'est-ce que donc l'associatif en France ? Ne bougez pas, c'est juste après la chronique de la semaine, c'est juste après ça. Les actualités. Les associations majoritairement, loi 1901, représentent en France actuellement, grosso modo, 1,5 million d'associations actives. Nous en créons tout de même 70 000 par an. Nous employons, les associations emploient 1,9 million de personnes en France. Ça représente quasiment 9% des emplois du secteur privé. Alors, nous avons en France, grosso modo, 154 000 associations employeuses, plus ou moins 10%, qui regroupent beaucoup de bénévoles. Nous avons à peu près 7 fois plus de bénévoles que d'employés pour, à peu près à la louche, 22 millions, 23 millions de bénévoles dans le secteur associatif. Ce secteur associatif pèse 125 milliards d'euros par an et représente un peu plus de 3% de notre PIB national. C'est quand même conséquent. Alors, le modèle économique associatif repose essentiellement, mais pas que, sur les financements publics. Alors, d'après le ministère, ça représente 48% du budget des associations. Il y a donc aussi de la place pour les licences, les adhésions et les ventes de prestations. Gérard Biraud, on va se tutoyer parce qu'on se connaît, tu es trésorier de RLP 102.3. Nous avons des bilans financiers annuels à 6 chiffres. On est entre 120 et 160 suivant les années. On est entre 2 et 4, 5 salariés. Est-ce que dans ces chiffres-là, tu reconnais la place de RLP, notre association à nous? Alors, ces chiffres que tu viens de citer, Stéphane, je les découvre et je suis impressionné par l'ampleur du monde associatif dans l'économie et dans le social. C'est vraiment impressionnant et on y contribue évidemment directement avec l'activité de RLP. Alors, l'activité de RLP là-dedans, nous, comme tu l'as dit, c'est 120 000, 130 000 euros de chiffre d'affaires, si on peut dire, parce qu'on n'a pas vraiment un chiffre d'affaires. C'est des subventions plus des prestations. On a également des salariés, actuellement 3 plus des stagiaires. Donc moi je m'y reconnais tout à fait dans ces chiffres associatifs. D'accord. Et lorsque tu es venu chez RLP, est-ce que tu avais vraiment conscience de rentrer dans une partie de l'économie française aussi importante avec de tels chiffres, aussi la partie qui va autour, c'est l'économie associative qui est vraiment, surtout en milieu rural d'ailleurs, très importante? Franchement non, j'avais pas conscience de l'importance que ça pouvait avoir à ce stade. Je l'ai découvert en marchant, je l'ai découvert à travers les chiffres que tu me donnes, mais moi ma volonté première c'était de participer à l'économie sociale locale. Bien sûr. C'était ça. Mais pour que ça marche, il faut que on ait des ressources. Bien sûr. Il faut qu'on ait des salariés qui soient motivés, donc qui soient bien rémunérés. Et il faut aussi qu'on investisse. Et une association, ce n'est pas une entreprise comme une autre. On en parle tout de suite. C'est Gérard Biraud, trésorier de RLP. C'est l'invité de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Gérard Biraud, tu es le trésorier de RLP 102.3, anciennement Radio 103, quand même, qui est une entité locale assez précise que les gens connaissent ici. Tu nous as rejoint il y a maintenant 4 ans. Moi j'étais là, ça fait 6-7 ans que je suis ici, toi ça fait 4 ans. Tu nous as rejoint en tant que trésorier directement, dès le départ. Alors déjà,
Pourquoi est-ce que tu es venu dans l'associatif? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'engager dans ce secteur? Parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent, hein. C'est très clairement, quand on est en direction, c'est une activité de bénévole, donc on rentre dans une association pour y apporter son temps de manière bénévole. Et puis surtout, en tant que trésorier, tu t'es mis à gérer des chiffres concernant une implication assez importante, des budgets relativement importants et des salariés. Enfin, qui est Gérard Biraud? Comment devient-on trésorier d'une association comme ça, qui a 3-4 employés? Alors, je dirais que déjà, il faut avoir du temps pour être trésorier, parce que c'est une sacrée occupation. Je considère, moi, que ça me passe entre 20% de mon temps. Donc du temps, je n'en avais pas avant, puisque j'étais en activité et je travaillais, qui plus est, à Bordeaux. Donc j'étais pas très disponible. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais comptable public. D'accord. Donc, on voit le lien entre trésorier et comptable. C'est assez facile. Tu connaissais la comptabilité déjà. Donc, mais je n'avais pas particulièrement envie d'être comptable ou trésorier d'une association. Mais j'aime les chiffres. Hein. Donc, il se trouve que j'avais aussi envie de m'investir, parce que je n'avais pas envie de passer la retraite dans un fauteuil. Et il se trouve que mon voisin qui fait partie de l'association m'a dit nous sommes en recherche d'un trésorier à RLP, c'est une radio locale à proximité. C'était Monsieur Dupont, Jean-François Dupont, qui donc est mon voisin et qui m'a fortement incité à venir voir déjà. Oui. Donc je suis allé voir, je lui ai dit je ne suis pas contre, les chiffres je crois assez bien connaître. Et donc l'opportunité a fait que j'ai pris la place de Robert Camaker, qui était l'ancien trésorier qui vient de décéder malheureusement, et qui à l'époque ne pouvait plus s'occuper des comptes de la radio. Donc j'ai dit ok. Pour moi, la découverte, c'est pas tellement les chiffres, c'est pas tellement les comptes. La découverte, ça a été la découverte du monde associatif, parce que je n'étais pas très branché association, sauf une petite association de sport, mais qui était vraiment dérisoire. Et donc, j'ai découvert le monde associatif dans une structure qui fonctionnait déjà depuis pas mal d'années. Quasiment 40. Depuis 40 ans. Donc, c'était quand même une autre expérience que celle que j'avais. Une institution aussi, tout à fait. D'ailleurs, toi, comptable dans le secteur public, tu étais où exactement? Donc, moi, j'étais en fait responsable d'un service public de publicité foncière. Un autre nom, le nom ancien, c'était les conservations des hypothèques. D'accord. Donc en fait, j'étais l'équivalent d'un conservateur des hypothèques. Donc j'ai en contact avec les notaires et j'encaissais de l'argent pour les droits de mutation. Ces droits de mutation qui vont au département. Donc on encaissait il y avait une mission civile et une mission comptable. Donc cette mission comptable, je l'ai pratiquée et je connaissais également la comptabilité des entreprises, puisque j'avais déjà été auparavant responsable du contrôle des entreprises quand j'étais aux finances publiques. Tu as travaillé aux impôts? J'ai travaillé aux impôts, donc j'ai connu des comptabilités publiques, des comptabilités privées, pardon. Avec beaucoup de rigueur, beaucoup de contrôle, et l'importance effectivement de faire des choses claires, compréhensibles et légales. Très clairement, tu as un background pour ça, tu as une formation naturelle, tu as une expérience professionnelle pour ça. Exactement, donc moi c'était très important, parce que en fait, en ayant été... Je n'ai jamais travaillé dans le privé, moi. Par contre, dans ma famille, je suis le seul à travailler dans le public. Donc j'étais plutôt bercé. Vous avez dû avoir des repas de famille assez intéressants. Ça pouvait effectivement, mais personne mais bon, il se trouve que j'ai pris cette voie-là. Et puis moi, ce qui m'intéresse dans le public, c'est que il y a l'aspect intérêt général. Oui, bien sûr. Et ça, ça a toujours été important pour moi. Et cet aspect intérêt général, je le retrouve dans le monde associatif. Et en fait, je ne le regrette pas, puisque là, j'ai vraiment trouvé que dans cette association, on avait vraiment d'abord le respect des salariés. Donc ça, c'est important que les salariés savent qu'ils sont dans une structure qui les soutient, qui les soutiendra et qui fait ce qu'elle peut pour les rémunérer correctement. Oui, c'est vrai qu'RLP, on ne le dira jamais assez, c'est particulier. C'est une radio associative, ce qu'on appelle les radios libres. On ne vend pas de publicité. Non. On n'est pas là, on est là pour avoir des comptes sains, on va en parler après. Mais on n'a pas de modèle commercial et effectivement, on se place sur le terroir, on donne la parole à ceux à qui on ne donne pas forcément la parole. On a
vraiment une vocation sociale très importante. Exactement. La radio qui vous écoute, hein, donc c'est RLB. Pour moi, je trouve que c'est très important. Ce logo là, pas cette phrase est très importante. Et donc je me suis vraiment reconnu. Après, une fois rentré dans l'association. Bon, et après, il y a les liens humains qui se tissent avec des gens qui sont passionnés. C'est une petite famille. Hein, c'est une petite famille, effectivement, avec évidemment les petits problèmes qu'il peut y avoir dans une famille, mais aussi, on y trouve quand même largement des compensations. Et puis la volonté de tous avancer pour que les choses aillent bien. Alors la première chose que j'ai fait, c'est d'abord de prendre connaissance des comptes de l'association. Et puis il y a des choses qui m'ont pas tellement plu, pas au sein de l'association, ni avec l'ancien trésorier, mais avec le comptable en place à l'époque. Oui, celui qui a un changement de prestataire avec toi. Donc la première chose que j'ai faite, après l'avoir testé un peu, je me suis aperçu que je ne pouvais pas avoir réponse à toutes mes questions, à mes demandes, ou avec beaucoup trop de retard. Donc comme le contrat de la comptable arrivait à échéance, j'ai changé de comptable. D'accord. Et donc ce comptable-là, on l'a depuis 4 ans bientôt, et ça fonctionne très bien. D'accord. Ça fonctionne très bien parce qu'il faut vraiment avoir une relation de confiance entre le trésorier et le comptable. Ça ne marche pas sinon. Oui. Si le trésorier est constamment en attente des renseignements qu'il a demandés, parce que le comptable n'a pas le temps, et ça marchera pas. De toute façon, c'est du management, ça. On le sait tous. Il faut travailler avec eux, les gens avec qui ça passe bien. Donc, quand tu as des responsabilités, tu choisis tes prestataires, tu choisis tes équipes, et après, tu as une autre performance qui est bien supérieure quand tu as mis en place et que tu as appris à travailler avec les gens la façon qui te convient. Voilà, tout à fait. Et ce comptable, donc, ça a matché très rapidement, puisque c'est une équipe pluridisciplinaire avec des spécialistes de la paye, des spécialistes de la comptabilité, etc. Et j'avoue que je suis très satisfait de leur collaboration. Je les paye peut-être un peu plus cher, mais le service en vaut la chandelle. D'accord. Alors, deuxième chose, c'est avoir là aussi la confiance des salariés. Et la première chose que j'ai faite aussi, c'est en examinant avec le comptable si les règles sociales avaient été respectées. Or, il se trouve que certaines augmentations n'avaient pas été faites depuis pas mal de temps, que les choses étaient laissées en l'état. Donc, on a remis à plat. C'est-à-dire que ça s'est traduit par quelques augmentations de salaire, des indices, etc. Ça, c'était quelque chose de clair, de régulier, parce qu'on n'était pas dans les clous. Et donc ça a été aussi important. Et les salariés, je pense qu'ils ont apprécié que on se soit aussi occupé d'eux, puisqu'ils s'occupent de nous, de l'association. Alors c'est quelque chose, effectivement, je suis membre du CA, je suis même trésorier adjoint, donc normalement on devrait, de temps en temps, on regarde un petit peu certaines choses de temps en temps. Oui, alors toi tu fais partie des gens qui ont toujours une vision sociale assez prononcée, et lorsque la trésorerie se porte bien, tu as toujours regardé comment on pouvait en faire bénéficier les salariés. Exactement. C'est quelque chose qu'on a fait, puisqu'avec l'instauration de la prime Macron, qui s'appelle autrement maintenant, je sais plus, la prime de partage de la valeur, je crois. Donc ça, c'est une prime qui ne nous engage pas, qui tous les ans peut être donnée en fonction des résultats de l'association ou de l'entreprise. Et on l'a accordé 2 ou 3 ans de suite aux salariés, parce qu'on estimait que les bénéfices, quand il y en avait, c'est pas vraiment des bénéfices, c'est des excédents de gestion, pouvaient être partagés. Une partie pour l'association, qui lui permettra ensuite d'investir, et une partie pour les salariés qui ont fait tourner l'association. Alors, dans le privé, on appelle ça l'intéressement. Exactement. Et l'intéressement qui très souvent est lié à l'annualisation. On demande aux gens d'avoir leur quota d'heures qui est lissé sur l'année, et par contre, ils ont un intéressement, ce qui est intéressant dans le privé parce qu'il est taxé à 4%, contrairement, donc là, par contre, ce qui m'intéresse, grosse question, toi, en tant que personne ayant travaillé dans la comptabilité du secteur public, soit dans la vérification au niveau des impôts, soit de manière effective dans la gestion des hypothèques et les transactions notariales, est-ce que tu avais conscience que les charges sociales dans le secteur semi-privé associatif avaient une telle importance, par exemple que pour donner 1 500 € à quelqu'un, il fallait en dépenser 3 000, qu'une fois que tu l'augmentais, tu avais du mal à le faire redescendre. Est-ce que toi, dans le service public, tu avais vraiment conscience, tu avais compris ça?
Alors, je savais que les charges sociales représentaient un poids très important. Non, Oui. la conscience précise du montant que ça représentait, non, pas vraiment. D'accord. Mais ça ne m'a pas surpris. D'accord. Mais bon, il faut relativiser, parce que bon, aussi c'est pour les salariés, puisqu'on paye quand même des charges Oui. patronales qui retournent ensuite C'est aux notre ligne salariés. la plus grande. Bien, oui, c'est bien sûr. C'est vraiment notre grosse dépense, c'est les frais, ces salaires, qui représentent plus de 60, ça dépend des années, mais c'est à peu près 2/3 de nos dépenses. Ouais. Et les charges sociales, évidemment, c'est pour vous dire, par exemple, cette année, en rémunération du personnel, on a dépensé 79 000 en 2024. Ouais. 79 000 euros de frais de personnel. Et les cotisations, c'était 13 000 euros. Donc c'est pas, vous voyez, 79 000 de rémunération salaire et 13 000 euros de charges. Parce que nous passons aussi par des contrats aidés. Oui, nous avons des aussi. dispositifs que nous pouvons utiliser. Ça, c'est important également. Il faut essayer d'utiliser toutes les opportunités pour que le coût salarial, finalement, soit moins important que ce qu'il pourrait être. Ah, mais 13 pour 73, on est à quoi? On est à 17-18% de charges sociales? Oui. Eh bien oui, mais dans le secteur privé, on est quasiment à 50 ou 60. Ah oui. Mais on a des avantages. Au niveau associatif, nous avons parfois des avantages. On a des avantages. Ouais. Et il faut le savoir, ça, qu'on a des avantages. Oui. Et ça, c'est quelque chose que je mets aussi en avant dans mes relations avec les partenaires. D'accord. Parce que il faut bien dire que on vit avec principalement les 2/3 de nos ressources sont le fonds de soutien à l'expression radiophonique que touchent toutes les radios associatives. Ça représente 2/3 aussi de nos ressources. D'accord. Mais on a aussi ce qu'on fait pour les collectivités, ce qu'on fait pour l'État aussi à travers des appels à projets, etc. Et on a l'aide de notre commune, Coulugny-Chamillot, au cas particulier, où nous sommes implantés. Cette commune, quelle que soit la couleur politique, on s'en fiche, mais elle nous a toujours soutenus. Oui, ça c'est vrai. Ça, on peut le dire quand même, autant au niveau des locaux que de la maintenance, l'organisation. On a vraiment une commune qui est top niveau, qui soutient la radio depuis, Exactement. Y compris lorsqu'on a changé de couleur durant les élections. Oui. Ils ont toujours été présents et ils le sont toujours. Aussi bien l'ancienne municipalité que la nouvelle. Donc nous, on ne fait pas de politique, mais il faut bien reconnaître que, ne serait-ce qu'à travers la location, parce qu'on paye une location quand même là où on est, mais c'est une location qui comprend les charges et qui n'est pas chère du tout. Donc on peut dire qu'on a un avantage indu. Et ça, quand on est en contact avec eux, moi je n'hésite jamais à les remercier ou à reconnaître que ils font beaucoup pour nous. Ou par exemple, lorsqu'ils nous aident pour des travaux, on vient de rencontrer la municipalité pour le changement de notre antenne. Ils sont venus à 6 quand même. Ils sont venus à 6, donc il s'est montré qu'ils voulaient vraiment nous aider. Alors ils nous ont attribué une subvention, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher. Cela étant, ils vont nous faire quelques petits travaux, mais moi je leur ai dit, écoutez, on ne va pas abuser. Nous, les travaux, vous nous les faites, mais nous, on va vous payer les matières premières. Donc, et ils ont été très sensibles à cette proposition parce qu'ils ont eu l'impression que on n'est pas toujours là à demander. Bien sûr. Quand on fait ce qu'on peut, on a toujours une part d'autofinancement dans tous nos projets. Et c'est important qu'ils le voient. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est intéressant à plusieurs titres. Premièrement, tu viens et tu parles argent. Donc, il y a une importance d'avoir des comptes sains. Ça fait partie de ton discours en permanence, à chaque assemblée générale, à chaque partie du CA. Tu es la personne de l'association, au milieu parfois de nous un petit peu doux rêveurs. Tu es la personne qui parle chiffres et qui parle argent. Le trésorier dans l'associatif, c'est ça. Et moi, je le sais parce que je suis indépendant, j'ai fait mais c'est important d'avoir une rationalité par rapport à l'argent. Moi, je dirais que c'est pas parce qu'on est une association d'intérêt général qu'on doit être une machine à déficit. Nous, on est là pour avoir des comptes équilibrés. Alors, il se trouve que on avait des projets. On a eu le projet de créer un nouveau studio. Oui. Ça nous a coûté 45 000 euros. On a eu la moitié de subvention, et le reste, on l'a financé avec des petits excédents qu'on avait réalisés les 2 ou 3 années précédentes. Donc il faut toujours anticiper au niveau financier. Moi, je ne ferai pas un projet si je ne sais pas la façon dont je vais le financer, avec des extérieurs, mais aussi avec nos fonds propres. Et j'essaie toujours de trouver une part de fonds propres
qui, pour l'installation de l'antenne, par exemple, là, je pense qu'on devra en payer la moitié aussi. Parce qu'une association, c'est comme une entreprise privée, ça peut faire faillite. Exactement. Ça a été le cas de Radio 103, hein, puisque Radio 103 il y a eu un problème en 2014. Il y a eu un problème qui fait que on a redémarré ensuite de manière plus saine, tout à fait. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans l'actualité périgourdine, il y a d'autres associations qui ont eu des soucis de manière on pensait qu'elles étaient intouchables. Non, personne ne l'est. Et derrière, ça veut dire des répercussions pour des employés, les familles de ces employés. Donc il y a des responsabilités et c'est important d'avoir une comptabilité saine pour pouvoir payer les gens, payer nos factures et pouvoir continuer d'avancer, parce qu'autrement on n'avance pas. Et puis ça peut être aussi un choc pour les bénévoles aussi, parce que il y a des bénévoles très investis, leur faire perdre leur outil là d'un seul coup. Puis les auditeurs, les auditeurs, l'ARCOM dit qu'on touche 8%, donc 60 km autour de Coulommiers-Chamiers par rapport à l'émetteur, 8% de la cible d'après l'ARCOM, ça fait quand même une institution locale. Il y a une importance à la garder vivante. Bien sûr. D'où ce souci de toujours avoir une surface financière suffisante, bien sûr. Pas excessive, mais suffisante pour pouvoir faire face au quotidien et puis aux investissements, qui c'est le futur. Parce qu'une radio qui n'investit pas, c'est une radio qui ne vivra pas très longtemps. Il faut toujours avoir du nouveau matériel, le matériel s'use, et puis il faut voir, il faut toujours raisonner avec un temps d'avance. Alors moi je trouve ça très intéressant sociologiquement, parce que alors que tu es un ancien fonctionnaire et que tu travailles dans l'associatif, tu es peut-être la personne dans toutes mes émissions qui parle le plus facilement d'argent. Alors que j'interroge beaucoup de créateurs de PME, de TPE, de comptabilité, et toi, tu n'as pas cette honte de parler d'argent, de parler de chiffres, et voilà. Et aujourd'hui, la discussion la plus saine que j'ai sur ce plateau, en parlant de business, en parlant d'argent, elle est avec un ancien fonctionnaire du secteur associatif. C'est quand même merveilleux. Alors sans doute que, comme je te l'ai dit au début, moi je suis pas une famille de fonctionnaires. Donc l'argent pour nous, on n'en avait pas énormément, mais on savait le gérer. Oui. Et moi, j'ai toujours gardé cette mentalité. J'ai pas tellement la mentalité de fonctionnaire, c'est-à-dire que je sais toujours d'aller un peu au-delà. C'est un outil, c'est grâce à ça qu'on paye les gens, c'est grâce à ça qu'on existe. C'est nécessaire. C'est nécessaire, mais il faut parfois sortir un petit peu de ce confort, un peu. Aller au-delà. Et j'ai toujours essayé de briser la pudeur, regarder la vérité. Oui. La réalité, ok. Et dans cette fonction, j'ai pas ce métier, mais dans cette fonction que tu fais effectivement en tant que retraité, tu as aussi, on a vu que ton métier, ta fonction de trésorier incluait la gestion des partenaires et les ressources humaines. Oui, ressources humaines sans doute un peu moins parce qu'il y a quand même une présidente. Mais naturellement, les gens, mais tu travailles beaucoup avec elle et les gens viennent se référer par rapport à ton expérience. Et vu que les plannings ont des conséquences financières, ce sont des discussions qui ont lieu aussi avec toi. Oui, bien sûr, ne serait-ce que pour décider d'embaucher. Je dis oui, mais là, on pourrait peut-être embaucher un service civique qui ferait le complément. Mais et là où je rejoins la ressource humaine, c'est que je dis, moi, je veux pas embaucher quelqu'un sans l'avoir vu. Oui, et tu fais aussi de la prise d'information. Oui. Tu vas regarder quels sont les dispositifs et ce à quoi on a droit. Donc tu vas en même temps te renseigner. Le meilleur rapport qualité-prix, en fait. Oui, bien sûr. Mais ça passe par connaître les gens, parce qu'on a eu quand même, surtout pour des services civiques, quelques déboires. Des gens qui ne faisaient pas l'affaire. Dans ressources humaines, il y a humain. Voilà. Et on s'est parfois planté, collectivement ou même individuellement. Mais la moindre des choses, c'est d'avoir une discussion déjà avec ceux qui postulent. Parce que c'est important de les connaître. Non, moi j'en faisais beaucoup et bien sûr. Après, on arrive à sentir les gens avec l'expérience. Oui. Mais il y a une très grande différence entre la personne que tu reçois pour l'embaucher et l'attitude qu'il y a une semaine après la signature du CDI. Oui. Nous, on l'apprend très vite, ça. Bien sûr. Oui, surtout qu'un CDI, c'est impliquant. Tout à fait. Mais là, sur les CDI, on a eu un CDI récemment, puisqu'on a embauché quelqu'un qui était en contrat à durée déterminée, Antoine, au cas particulier. On l'a embauché, mais je pense qu'on l'a embauché en toute connaissance de cause, parce que il était particulièrement apprécié au sein de la structure et par les bénévoles.
Et donc là, moi, j'ai pas de doute. On a toujours essayé au niveau du CA de mettre en place une équipe prometteuse, basée sur l'avenir, qui s'entendait, puis qui allait mûrir ensemble. On a toujours essayé de faire ça. Exactement. Donc c'est très important. Ouais, tout à fait. Et la gestion des partenaires fait aussi partie de tes fonctions, en fait, de ce que tu fais. Donc tu parles avec beaucoup de personnes. Tu as été impliqué pour les travaux au niveau du studio. Tu parlais avec les fournisseurs, avec les artisans, ceux du bâtiment. Parce que forcément, vu que tu signais les factures, enfin tu gérais les dépenses, tu étais en relation avec ceux qui présentaient les factures. Voilà, et j'ai toujours eu un contact direct avec tous les artisans qui sont intervenus pour le studio. Il y en a eu 3 ou 4. Et c'est très important, comme tu dis, parce que quand on a eu des petits pépins, des choses qui n'allaient pas, ça va jamais comme on veut au départ, et le petit pépin, un coup de fil, et l'artisan arrive. Quand il a confiance en vous, qu'il sait que on le fait pas venir pour n'importe quoi, qu'on n'est pas là pour râler mais qu'il a confiance, qu'il sait que si je téléphone, c'est qu'il y a un problème. Et ça s'est toujours très bien passé. D'accord. Voilà, donc là ça fait 4 ans que tu es parmi nous, tu es trésorier, tout le monde est super content. Qu'est-ce que tu aurais à dire éventuellement aux personnes qui voudraient s'investir dans l'associatif? Qu'est-ce que tu as découvert toi en 4 ans que tu ne savais pas avant? Qu'est-ce que imagine, tu te parles à toi-même il y a 5 ou 6 ans, tu te dis quoi? Je dirais qu'il faut d'abord avoir l'envie. L'envie de s'investir. Moi, je l'avais parce que je savais que je n'allais pas supporter de rester à rien faire. Après, le secteur dans lequel on intervient aussi, parce que la radio, moi, franchement, c'est pas naturellement, je ne serais pas allé vers une radio. Je suis allé vers une radio parce que il y avait un problème budgétaire et tout. Et finalement, j'ai découvert. T'as une voix qui passe très bien. Je l'aime pas, mais bon. Mais elle passe très bien. Elle est grave, elle est dans les bonnes fréquences, elle passe très très bien. Donc j'ai découvert et j'avais commencé à faire quelques émissions, mais c'est un problème de temps, parce que il faut savoir aussi se limiter, parce que sinon il y a aussi le temps personnel, et le temps personnel j'en ai pas tant que ça finalement, donc j'essaye de me limiter aussi, mais le secteur de la radio, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, et si j'avais du temps, j'avoue, j'avais commencé, mais j'ai arrêté. Faire des interviews comme tu le fais, je trouve ça très intéressant parce que on rencontre des gens. Exactement. Et c'est l'intérêt, quoi. Parce que finalement, dans tout ça, c'est quoi qui compte? C'est l'humain. Oui. Et moi, je les mets sur un fauteuil en face de moi, je les interroge. Parle-moi de ta mère, ton business, ton activité, ton commerce et tout. C'est génial. J'adore ça. Oui. Et si j'avais le temps, je crois que je pourrais le faire. Mais là, je préfère me concentrer sur les chiffres parce que on fera une bonne radio si on est sain. Et ça, c'est une réalité aussi. Nous avons quand même un secteur économique de 1,5 million d'associations, on va le rappeler quand même, 1,9 million d'employés, mais très souvent, derrière, nous avons des bénévoles, nous avons des retraités qui utilisent leur expérience pour faire tourner les machines et les faire rester vivantes. Tout à fait, retraité ou non retraité, parce que oui, c'est vrai, l'exemple. Mais l'associatif est aussi un endroit où parce qu'on répète, on peut pas être à la fois dirigeant et recevoir de l'argent dans l'association. Tout à fait. Oui, donc on retrouve dans les conseils d'administration des bénévoles qui font le management et qui font la direction et qui permettent aux employés, à ceux qui font la production en fait, ceux qui font tourner l'outil, eux de vivre. Exactement, tout à fait. Faut pas avoir envie de gagner de l'argent. Moi, je gagne aucun argent ici. Oui, et dans la direction, le management. On n'a pas le droit, de toute façon. Une association, les dirigeants ne peuvent pas être rémunérés. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les dirigeants, nous avons un pourcentage conséquent de personnes retraitées et d'expérience qui permettent justement à la population active d'exister dans 10% de la population employée du secteur privé. Exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. Ok. Gérard, dans les 30 secondes qui restent, RLP, ces années qui viennent, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à RLP? Là, déjà, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle perdure longtemps encore et qu'elle continue d'investir et de travailler dans de bonnes conditions. Et c'est à quoi on s'attelle. Et toi, c'est bon, t'es parti, t'es bien RLP, tu restes avec nous? Pour l'instant, bien sûr, mais je ne serai pas éternel. Bien sûr, personne, mais nous allons durer le plus longtemps possible. À vous tous, merci beaucoup, à la semaine prochaine, au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.